Bonjour et bienvenue dans la suite de la philosophie bouddhiste. On va essayer de revenir aujourd'hui sur une question existentielle, une autre question existentielle que nous avions par rapport aux généralités de sens. Ça va nous être utile aussi pour la psychologie bouddhiste. On va essayer de creuser un petit peu le sujet. Donc, on avait vu que toute conscience conceptuelle est déclarée comme étant nécessairement erronée. Pourquoi? Parce qu'elle se trompe à l'égard de son objet apparent. Donc, pour une conscience conceptuelle, l'objet apparent est la plupart du temps une généralité de sens. Pourquoi? Parce que pour l'épistémologie de Acharya Dignaga et Acharya Dharmakirti, quand on pense à quelque chose, on a nécessairement cette représentation conceptuelle de cette chose-là à l'esprit. Bien sûr, tout objet apparent d'une conscience conceptuelle n'est pas nécessairement une généralité de sens, puisque tous les phénomènes permanents sont les objets apparents des consciences conceptuelles, pour le Sutrantika qui suit le raisonnement. Donc ça veut dire que tout phénomène permanent est nécessairement l'objet apparent d'une conscience conceptuelle, mais tout phénomène permanent n'est pas nécessairement une généralité de sens. Voilà, donc il y a trois possibilités entre permanent et généralité de sens. Si c'est une généralité de sens, c'est nécessairement permanent, et si c'est permanent, ce n'est pas nécessairement une généralité de sens, par exemple l'espace incomposé. Donc pourquoi est-ce qu'on parle d'une généralité de sens comme étant permanente? C'est un petit peu comme une bulle, en fait. Une bulle, en fait, c'est à l'intérieur, c'est de l'espace, c'est de l'absence de quelque chose. C'est par exemple, si vous avez une bulle dans l'eau, la bulle elle-même, l'intérieur, c'est une absence d'eau. Et donc cette absence d'eau, c'est l'aspect permanent de la bulle. Et par contre, le tour de la bulle, c'est l'aspect impermanent. Donc l'aspect impermanent, c'est le fait qu'un concept soit une image, d'un certain point de vue. Cette image naît dans la conscience mentale à cause de certaines causes et conditions. Elle demeure un certain temps et puis elle se résorbe dans la conscience mentale. Mais le contenu de cette représentation mentale est temporairement permanent. Donc pourquoi est-ce qu'une généralité de sens est temporairement permanente? Il y a une explication donnée par Loseling Kensur Yeshitupten dans Knowledge and Liberation, qui a été traduit par Anne Klein. On retrouve la mention selon laquelle tout ce qui se passe euh, au sens de l'impermanence, c'est au présent. Si vous êtes à la maison, dans la forêt, dans la nature, etc., tous les changements, les processus de changement graduels, etc., ça opère au présent, nécessairement au présent. Tout ce qui se passe dans la nature, ça se passe au présent. Mais notre conscience conceptuelle a la capacité d'appréhender le passé et le futur. Et donc, ce serait une raison démontrant que la généralité de sens serait permanente. Donc, selon le vénérable Geshe Gensen, il faudrait creuser le sujet, voir si c'est selon les Sutrantika qui suivent les Écritures ou les Sutrantika qui suivent le raisonnement que les temps passés et futurs seraient permanents ou pas. Il faudrait creuser le sujet. Et puis, il a mentionné aussi que la généralité de sens, Artha Samanya, n'a pas été formulée par le Bouddha lui-même, mais par ses disciples, qui sont les pères de la logique et de l'épistémologie bouddhiste, tels que Acharya Dignaga et Acharya Dharmakirti. Ce sont eux, en fait, qui ont formulé les premiers la généralité de sens pour débattre avec des tenants non bouddhistes. Très bien. Donc cette généralité de sens, on l'approfondira dans la playlist sur la psychologie bouddhiste, mais pour l'instant, c'est simplement pour essayer de poursuivre notre série sur la division terminologique des généralités. Pourquoi est-ce que c'est une division terminologique? Donc on en avait parlé précédemment. On avait vu que c'est fondamentalement la généralité de classe qui est une vraie généralité, qui est une catégorie, alors que les autres sont secondaires. Alors bien sûr qu'une généralité de sens
est une généralité d'un certain point de vue. Vous avez différentes instances de généralité de sens. Généralité de sens de peau, généralité de sens de table, etc. etc. Donc, c'est aussi une généralité d'un certain point de vue, mais uniquement quand on la regarde en tant que catégorie, en tant que classe, la catégorie des généralités de sens. Dans ce cas-là, on parle bien d'une généralité au sens euh, en tant que telle, en tant que véritable catégorie. Et les généralités de collection, certaines sont des généralités et d'autres non. Comme on l'a vu, il y a des impermanents qu'il n'est pas possible d'être, par exemple table et chaise. Table et chaise ne veut pas être une généralité, ça n'a aucune instance, il n'y a rien qui puisse être à la fois une table et une chaise. Donc certaines généralités de collection ne sont pas des généralités et certaines généralités de collection sont des généralités. Donc c'est pourquoi la généralité de collection au sens large est une division terminologique des généralités. Donc c'était juste là-dessus que je voulais revenir. Très bien. Donc maintenant, on a vu que la généralité de sens, c'est similaire au concept, c'est similaire à la représentation mentale, et c'est similaire à l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Donc, tout objet apparent d'une conscience conceptuelle, comme on l'a déjà dit, n'est pas nécessairement une généralité de sens. Par exemple, l'espace incomposé est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle, mais n'est pas une généralité de sens. Donc, il y a bien trois possibilités entre généralité de sens et phénomène permanent. OK, donc ça, c'est super. Donc, ces trois ici sont équivalents. Et aussi, Geshe-Dreyfus rappelle dans Recognizing Reality qu'il y a aussi quelque chose de très important par rapport à la conscience conceptuelle du point de vue bouddhiste, c'est qu'elle n'est pas totalement à côté de la plaque par rapport à la perception, bien au contraire, elle trouve sa source dans la perception. La plupart du temps, on pense à des choses qu'on a déjà vues, déjà perçues avec nos consciences sensorielles. On peut ensuite reformater des aspects de ce qu'on a perçu, etc. C'est là où on a l'imaginaire, l'imagination, etc. Donc là, bien sûr, c'est quand on imagine, par exemple, une corne de lapin, on n'a pas perçu de corne de lapin dans la réalité, mais on a perçu des cornes de vache et on a perçu des lapins. Donc c'est pourquoi on peut formuler conceptuellement une corne de lapin. Donc c'est pourquoi c'est très important de voir que la conscience conceptuelle et la perception directe, il n'y a pas un fossé infranchissable entre les deux, il doit y avoir des passerelles entre les deux. Ok, très bien. Donc pour revenir à la généralité de sens de peau, on avait vu la définition, ce facteur de surimposition qui, bien que n'étant pas un pot, apparaît comme étant un pot à la conscience conceptuelle qui l'appréhende. Donc, comme on l'a dit, la représentation conceptuelle du pot n'est pas le pot, mais donne l'impression d'être le pot. Donc ça, c'est une discordance entre son mode d'être et son apparence. Donc c'est pourquoi cette conscience conceptuelle est nécessairement erronée. Elle se trompe à l'égard de son objet apparent. L'objet apparent donne l'impression d'être l'objet d'engagement, mais n'est pas cet objet. Bien qu'il ne soit pas nécessaire d'adhérer à cette apparence. On ne va pas nécessairement concevoir, tiens, l'image du pot que j'ai à l'esprit serait un pot. Pas du tout. Pas du tout. Donc on sait très bien qu'on pense à un pot, que le référent de notre conscience conceptuelle est bien le pot, mais on sait très bien que la représentation conceptuelle n'est pas le pot. Donc on s'en rend compte. Malgré tout, même si on s'en rend compte, il continue d'apparaître comme s'il était le pot, et c'est à ce titre-là qu'on parle de conscience erronée. Très bien, donc là, pour un pot, c'est simple. C'est là où on avait une difficulté, c'était par rapport à existant. On peut penser à existant. On peut penser à la généralité existant. Et donc, dans ce cas-là, on a en effet ce facteur de surimposition, c'est la généralité de sens. Elle apparaît en effet comme existante à la conscience conceptuelle qui l'appréhende, mais elle existe. Donc, on ne peut pas dire qu'elle ne soit pas existante. Donc, de ce point de vue-là, ça voudrait dire qu'on a un contre-argument ici. On aurait la conscience conceptuelle qui pense à existant ne serait pas une conscience erronée. Pourquoi? Parce qu'elle ne se trompe pas à l'égard de son objet apparent.
la généralité de sens d'existant apparaît comme existant tout en étant existant. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, on va voir qu'il y a des contre-arguments et on va trouver ça grâce à Tyndall Aramba, un très grand maître mongol qui mentionne les phénomènes généralement caractérisés et les phénomènes spécifiquement caractérisés dans une présentation très utile qu'on retrouve dans Knowing, Naming and Negation, excellente traduction d'Anne Klein. Et donc, on va voir ce que dit ici Tyndall Aramba. Il dit « La généralité de sens d'existant apparaît comme si elle était d'une même entité avec existant, comme si elle était une avec existant, et comme si elle était l'opposé de ce qui n'est pas existant. » Donc on va voir chacun des points. D'une même entité avec existant, ça joue, c'est correct. En effet, la généralité de sens d'existant est une instance d'existant. Elle existe. Donc elle est une même entité avec la généralité existant. Tout va très bien. C'est ce qu'on a déjà vu précédemment. On a vu que l'instance d'une généralité doit être d'une même entité avec cette généralité. Une tasse doit être une même entité avec chose. Une tasse est une chose. Donc, tasse et chose partagent une même entité. Et une même entité substantielle, en l'occurrence. Donc, ça veut dire qu'une instance et sa généralité doivent partager une même entité. Donc ça, on est d'accord là-dessus. La généralité de sens d'existant est d'une même entité avec existant. On est d'accord. Et elle apparaît comme si elle était l'opposé de ce qui n'est pas existant. Donc ça, on approfondira la fois prochaine. On verra les négations affirmatives, non affirmatives. Ce sera extrêmement utile pour la suite, pour la voie médiane. Et donc, on va essayer de voir ce que veut dire l'opposé de ce qui n'est pas existant. Donc, on a déjà parlé de ça précédemment. On a dit que si on élimine tous les non-existants, qu'est-ce qu'on affirme? L'existant. Si vous avez par exemple, dans l'univers, vous avez deux catégories générales, tasse et non-tasse, par exemple. Donc ces deux sont une dichotomie. Ça veut dire que n'importe quel existant entre dans l'une ou l'autre des catégories. Donc vous avez tasse et non-tasse. Et même dans non-tasse, vous avez même les non-existants. Si on ne parle pas de ce qui existe entrerait dans l'une ou l'autre des catégories, vous prenez les non-existants, ils entrent aussi dans les non-tasses. Mais si on réduit le cercle de notre recherche et qu'on parle des existants, à ce moment-là, si on dit tasse et non-tasse, à ce moment-là, si ça existe, ça doit être soit tasse, soit non-tasse. Maintenant, si on exclut les non-tasses, qu'est-ce qu'on affirme? Tasse. Très bien. Et donc, c'est ce qui se passe à notre conscience conceptuelle. Quand on pense à pot, à ce moment-là, il y a une apparence qui donne l'impression que cette représentation conceptuelle est l'opposé de ce qui n'est pas un pot. Et ça joue aussi pour existant. Ça donne l'impression d'être l'opposé de ce qui n'est pas existant. Donc là, ça joue aussi. Pourquoi? Parce que quand on élimine tous les non-existants, on affirme existant. Donc la généralité de sens d'existant est bien l'opposé de ce qui n'est pas existant. Apparaît comme si c'était l'opposé de ce qui n'est pas existant, et en effet, c'est l'opposé de ce qui n'est pas existant. Donc notre conscience conceptuelle ne se trompe pas à l'égard du premier, une même entité avec existant, et ne se trompe pas à l'égard du troisième, l'opposé de ce qui n'est pas existant, mais elle se trompe à l'égard du second, une avec existant. La généralité de sens d'existant apparaît comme si elle était une avec existant. Est-ce qu'elle est une avec existant? Non. Pourquoi? Parce que dans tout l'univers, qu'est-ce qui est un avec existant? Existant. Et donc, généralité de sens d'existant n'est pas une avec existant, elle est différente d'existant. Elle est existante, mais elle est différente d'existant.
Et donc, c'est là où notre conscience conceptuelle se trompe. Ça veut dire que par rapport à son objet apparent, l'objet apparent d'existant, la généralité de sens d'existant, donne l'apparence d'être une avec existant, alors qu'elle n'est pas une avec existant, elle est différente d'existant. C'est là où notre conscience conceptuelle est erronée. Voilà. J'espère que ça va nous aider pour la suite, mais on reviendra sur les généralités de sens qui sont extrêmement importantes par rapport aux consciences conceptuelles dans la psychologie bouddhiste. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.